PCR, ELISA, Western blot, ça vous dit quelque chose? Ces noms un peu barbares, on les entend partout, dans l'actualité, dans les séries médicales. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien aujourd'hui, on va démystifier tout ça. On va voir ensemble ce qui se cache derrière ces techniques de laboratoire qui sont vraiment au cœur des diagnostics et des découvertes scientifiques majeures. Par exemple, comment fonctionne un test Covid concrètement? Ou comment les scientifiques font pour dénicher un seul petit gène au milieu de tout notre ADN? Derrière ces questions, il y a justement des outils incroyablement puissants. Et c'est exactement ces outils-là qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voici le programme. On va commencer par le plan génétique avec la PCR. Ensuite, on verra comment on détecte les produits, les protéines avec l'ELISA et le Western blot. On ira même jeter un œil à l'intérieur de la cellule pour voir où elle se cache. Et enfin, on verra comment choisir le bon outil pour le bon travail. C'est parti! Ok, on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec le premier outil. Et c'est sans doute le plus célèbre de ces dernières années, la PCR. Bien sûr, c'est la technique qui nous permet d'aller lire les instructions qui sont au cœur même de nos gènes. Alors, la PCR ou réaction en chaîne par polymérase, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, imaginez une photocopieuse pour l'ADN. C'est vraiment ça. Ça permet de prendre un tout petit bout d'ADN, parfois une seule molécule quasi indétectable, et d'en faire des milliards de copies. Une fois qu'on a tout ce matériel, là on peut enfin l'étudier. Et comment elle marche cette photocopieuse? En fait, c'est un cycle en 3 étapes. Et tout est une question de température. D'abord, on chauffe très fort, vers 95 degrés, pour dézipper l'ADN, séparer ces deux brins. Puis, on refroidit un peu, c'est l'hybridation. De petites amorces viennent se coller très spécifiquement là où on veut commencer la copie. Et enfin, l'élongation. On remonte un peu la température, et là, une super enzyme, la Taq polymérase, se met au boulot et copie le brin. Et hop, on a doublé la quantité d'ADN. Le truc génial avec ce cycle, c'est qu'on le répète 30, 40 fois, et à chaque tour, la quantité d'ADN double. C'est une croissance exponentielle. On part d'une copie, puis 2, puis 4, 8, 16. Vous imaginez? En à peine quelques heures, on se retrouve avec des milliards de copies à partir d'une seule. Bien sûr, on pense tout de suite au Covid, mais la PCR, ça va bien au-delà. Sa sensibilité est tellement dingue qu'on l'utilise pour tout un tas de choses. La détection précoce d'infection, les tests de paternité, l'identification d'un suspect sur une scène de crime à partir d'une trace minuscule, ou encore pour diagnostiquer des maladies génétiques. C'est un vrai couteau suisse. Ok, donc avec la PCR, on a le gène. C'est un peu comme si on avait mis la main sur le plan de l'architecte. C'est la première étape, c'est crucial. Mais un plan, ça ne fait pas la maison. Pour ça, il faut des ouvriers qui fabriquent les murs, le toit. En biologie, ces produits finis, ce sont les protéines. Alors, comment on fait pour savoir si elles ont bien été fabriquées? Eh bien, pour ça, on passe à notre deuxième outil, l'ELISA. C'est la technique de choix pour aller chercher et même compter les protéines. Le secret de l'ELISA, c'est qu'il est basé sur une reconnaissance hyper spécifique, un peu comme une clé et sa serrure. La serrure, c'est ce qu'on appelle l'antigène, par exemple la protéine qu'on cherche. Et la clé, c'est un anticorps qui a été conçu pour ne reconnaître que cet antigène-là. L'ELISA utilise cette rencontre pour nous dire si oui ou non la protéine est présente dans un échantillon. Et ce qui est bien avec l'ELISA, c'est que c'est une technique super modulable. Il n'y a pas un seul type d'ELISA, mais plusieurs. On parle d'ELISA direct, indirect, en sandwich. Le choix dépend juste de ce qu'on cherche, la protéine elle-même ou bien les anticorps que notre corps a fabriqués contre elle. Et là, on touche à une différence super importante. Le test antigénique, il cherche directement des bouts du virus. Il répond à la question « Est-ce que je suis infecté là maintenant ?» A l'inverse, le test sérologique, lui, il cherche les anticorps, la réaction de notre corps. Il répond à une autre question. Est-ce que mon corps a déjà rencontré ce virus par le passé? Donc l'ELISA, c'est top. C'est rapide, sensible, parfait pour un premier tri. Mais imaginons qu'on ait un résultat positif. Comment être sûr à 100% que c'est bien notre protéine et pas une cousine qui lui ressemble et qui aurait pu tromper notre test? Pour avoir cette certitude absolue, il faut un contrôle plus poussé, une sorte de vérification de carte d'identité pour les protéines. Et cet outil, c'est le Western blot. La grande force du Western blot, c'est qu'il ajoute un deuxième niveau de vérification. Il ne dit pas juste « oui, la protéine est là », il ajoute une information cruciale et en plus, elle a exactement la bonne taille. Ce critère de poids moléculaire, c'est ce qui rend le test ultra fiable. Le processus est assez méthodique. D'abord, on fait courir toutes les protéines d'un échantillon dans un gel. C'est une course où les plus petites vont plus vite que les grosses, ça permet de les trier par taille. Ensuite, on transfère tout ça sur une membrane et c'est là qu'on utilise notre anticorps spécifique qui va scanner la membrane pour trouver sa cible. Et à la fin, une réaction chimique la fait apparaître sous la forme d'une petite bande. Ce visuel résume parfaitement le parcours. On part d'une soupe de protéines et on arrive à une seule bande bien nette, pile à la bonne hauteur. Cette bande, c'est la preuve ultime. Elle confirme à la fois la présence et la bonne taille de la protéine.
C'est pour ça qu'il est souvent utilisé comme test de confirmation, par exemple pour le VIH. Bon, c'est super. On sait trouver un gène, on sait détecter la protéine et même confirmer son identité. Mais il manque une info capitale. Où est-ce qu'elle se trouve, cette protéine? Dans la cellule. Pour répondre à ça, il faut la voir. Et pour ça, on va utiliser une technique d'imagerie, l'immunofluorescence. L'idée est assez géniale. On va encore utiliser des anticorps, mais cette fois-ci, on leur accroche une petite lanterne fluorescente. On peut faire ça de deux manières. Soit en direct, l'anticorps qui reconnaît notre protéine est déjà fluorescent. C'est rapide. Soit en indirect. On utilise un premier anticorps, puis un deuxième, fluorescent, qui vient se fixer sur le premier. C'est un peu plus long, mais ça amplifie énormément le signal lumineux. Et le résultat? Eh bien, c'est souvent spectaculaire. On passe de données un peu abstraites, comme une bande sur un gel, à une image magnifique et pleine d'informations. On peut littéralement voir, grâce aux couleurs, où notre protéine se trouve. Dans le noyau, près de la membrane, on obtient une véritable carte de sa localisation. Ok, on a passé en revue pas mal d'outils. Maintenant, mettons tout ça en perspective pour bien comprendre quand et pourquoi un scientifique choisit l'un plutôt que l'autre. Ce tableau résume bien tout. Si la question concerne l'ADN, pas d'hésitation. C'est la PCR qui est ultra sensible. Pour une détection rapide de protéines en grande quantité, l'ELISA est le champion. Pour une confirmation en béton armé, même si c'est plus lent, on sort le Western blot. Et enfin, si la question est « où se trouve-t-elle ?», alors rien ne vaut l'immunofluorescence. Pour conclure, on peut retenir cette analogie simple. La PCR, c'est le plan de construction. Elle trouve le gène. L'ELISA, c'est le comptage rapide. Il vérifie si la protéine est là. Le Western blot, c'est la confirmation d'identité. Il s'assure que c'est bien la bonne. Et l'immunofluorescence, c'est la carte de localisation. Elle nous montre où elle se trouve dans l'usine, c'est-à-dire la cellule. Finalement, tous ces outils nous donnent des super pouvoirs pour voir le monde invisible qui est en nous. Chacune de ces techniques a complètement révolutionné la médecine et la recherche. Alors la vraie question qui reste, c'est, avec des outils aussi puissants, quel sera le prochain grand mystère du vivant qu'on arrivera à résoudre ?